on a en face un système qui justement applique des règles capitalistiques, mais avec une économie étatique totalement différente. Et j'ai dit ça aussi dans le contexte non seulement du projet des routes de la soie, dont beaucoup de pays membres de l'Union européenne, et qui se trouvent effectivement, ce sont souvent les mêmes qui contestent les idées franco-allemandes, qui participent au projet des routes de la soie. Et il y a cet autre projet qui s'adresse notamment aux pays de l'Europe de l'Est par la Chine, et qui consiste aussi à s'impliquer davantage dans les infrastructures essentielles. Et donc là, on est dans un domaine de la concurrence européenne, et je ne vois pas très bien comment les règles actuelles sont adaptées à ce défi. Nicole Lisoto voudrait ajouter à cette question. Sur le même point, je trouve qu'il y a quand même pardonnez-moi, une certaine naïveté dans les positions de la Commission, parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas libre et qui est faussé, c'est quand même le marché mondial. La concurrence sur le marché mondial par la Chine, prenez l'exemple de Huawei, qui est au départ une entreprise d'État financée par du budget militaire, donc avec des aides extraordinairement qui seraient refusées sur le marché européen, et qui devient le leader mondial de la 5G. Donc elle n'est pas libre, le marché est complètement faussé sur l'aspect chinois. Il est faussé aussi du point de vue du côté américain, avec un président Donald Trump qui remet en cause profondément le libéralisme économique et donc la règle de concurrence qui est le cœur. Et donc comment la Commission dans ce contexte peut continuer à dire ah non, il faut qu'on soit excellent sur le marché européen, ce sera notre façon d'être excellent sur le marché mondial. Ça n'a pas de sens à mon avis. Pierre, c'est là. Oui, vous pointez du doigt des principales faiblesses de l'attitude actuelle, de la politique actuelle, dont il ne s'agit pas d'exonérer la Commission. Dans la décision Alstom-Siemens, le point le plus faible, le plus contestable, c'était précisément ce décalage entre d'une part ce que la Commission avait dit quelques semaines auparavant, en qualifiant, comme vous l'avez rappelé, la Chine de concurrent systémique, et d'autre part un argument vraiment étrange qui figure dans la décision Alstom-Siemens, à savoir il n'y aura pas de concurrent chinois sur le marché du TGV européen avant 10 ou 15 ans. Ce décalage était quand même un peu troublant. Et Jean-Louis Bourlange évoquait tout à l'heure les questions de temporalité dans ses décisions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Commission manque d'esprit d'anticipation en considérant que c'est une influence française, le rapport de l'État au temps par rapport à certains en France. Le problème de la concurrence chinoise ne se posera véritablement sur le marché européen que dans 10 ans. Ça, c'est une vraie faiblesse, et je crois que d'ailleurs c'est toute la difficulté du contrôle des concentrations par rapport à un autre chapitre de la politique de concurrence qui est le contrôle des ententes. Quand on examine une entente entre entreprises, qui peut être contestable dans la concurrence, vous appréciez une situation de fait, deux entreprises ou plusieurs se partagent un marché, fixent des prix, bloquent des productions, se réservent des territoires, ça c'est assez clair. En matière de contrôle des concentrations, vous êtes obligé d'anticiper ce que sera l'impact sur le marché, pertinent, aujourd'hui, d'une opération qui n'est pas encore faite. Et donc, ça relève d'une part beaucoup plus subjective d'appréciation. Mais il faut y intégrer absolument la dimension de temps. Et qu'aujourd'hui, dans cette dimension de temps, l'aspect extérieur, la concurrence extérieure est évidemment fondamentale. Naïveté européenne. Oui, il y a naïveté dès lors que nous imposons unilatéralement des règles dont s'exonèrent nos concurrents. Mais l'observation concerne peut-être davantage un autre chapitre de la politique de concurrence, à savoir le contrôle des interventions publiques, des aides d'État. Nous imposons des disciplines en matière d'aides d'État, de subventions, de soutien à l'industrie, que les États-Unis, par d'autres mécanismes, ou la Chine, par les entreprises publiques, ont la possibilité de ne pas respecter. Et là, il y a effectivement
une faiblesse liée à notre vertu unilatérale. Et la seule solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait un cadre multilatéral qui permette de rétablir des conditions de concurrence. Compte tenu des perspectives du multilatéralisme aujourd'hui et de l'attachement qui manifeste aussi bien le concurrent chinois qu'américain, ça reste une vue de l'esprit. Mais à cela, la Commission répond toujours que ce n'est pas en affaiblissant la concurrence sur le marché intérieur qu'on renforcera véritablement l'industrie européenne. Je me borne à citer le raisonnement issu de la théorie économique classique, à savoir qu'il n'y a pas mieux que la concurrence pour entretenir l'innovation, l'efficacité, la compétitivité. C'était sans doute vrai dans un monde statique et borné, c'est beaucoup moins convaincant dans un contexte de mondialisation. Jean-Luc Bourlanges. Oui, je me souviens avoir eu en 2005, dans la campagne référendaire, une polémique avec un débat avec le regretté Henri Emmanuelli, et je lui avais dit, mais monsieur Emmanuelli, vous êtes contre la concurrence non faussée, vous êtes donc pour la concurrence faussée. Il m'avait dit, vous jouez sur les mots. Je ne jouais pas du tout sur les mots, parce que quand on est pour la concurrence, on est forcément pour l'acceptation de règles qui mettent en cause la concurrence. Pour répondre apporter un élément de réponse à ce que la question de Nicole, je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est un peu ce que suggérait Pierre Sellal dans sa dernière phrase, il faut avoir présent à l'esprit le décalage historique entre le moment où on a signé ces traités, le traité de Rome, et maintenant. En réalité, quand on a fait le traité de Rome, le grand problème était européen. On n'avait pas de concurrents, les Chinois, bon, c'était l'époque du grand bond en avant, ou presque. L'Afrique était colonisée, le Moyen-Orient produisait du pétrole, point final, et on avait les États-Unis et surtout le marché intérieur avec quand même des tendances extrêmement cartélisatrices, très fortes en France. Je me rappelle que le plan européen entre les deux guerres sur le plan économique, le plan européen qui avait été imaginé, c'était un projet de M. Loucheur, et c'était un projet de cartélisation européenne. C'est exactement le contraire de ce qu'a été le traité de Paris instituant la CECA, qui a été, comme le rappelait Pierre Sellal, un traité faisant jouer la concurrence. Donc le grand problème était un problème européen, intra-européen, et c'est pour ça qu'on est là-dedans. Et puis ce que nous vivons maintenant, et le virage que nous avons énormément de mal à prendre sur tous les plans, et la Commission, et les partis politiques, etc., c'est la révolution copernicienne. C'est que maintenant, pour parler comme Saint-Exupéry, il ne s'agit plus de se regarder les uns les autres, il s'agit de regarder ensemble dans la même direction. C'était l'amour dont il parlait, nous c'est plutôt la concurrence, mais c'est la même chose. Et donc, je crois que c'est ce décalage qui explique la situation et qui appellerait effectivement une réaction. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que c'est assez intéressant parce que la commissaire danoise, on l'a portée au nu, Margrethe Vestager, au moment où on la vilipendait pas trop quand même sur l'affaire Siemens-Alstom, alors qu'elle avait effectivement des raisons très fortes de corroborer, enfin d'accepter la décision de ses services, mais on l'avait portée au nu sur l'affaire Google. Bon, et en réalité, ce qu'on voit, c'est que ce qui est très intéressant dans le développement actuel de l'Union, c'est comme il y a un blocage très profond sur le passage à l'Europe politique sous toutes ses formes. Il y a la porte sacrée du politique n'est jamais vraiment franchie. On s'aperçoit que des tas d'institutions qui sont faites pour autre chose permettent d'entrer dans la politique. Ça a été le cas de la Banque centrale. La Banque centrale, on s'est battu pendant 20 ans, les Allemands se sont battus pendant 20 ans pour qu'elle ne fasse surtout pas un boulot de banque centrale qui pourrait, de prêteur en dernière instance, etc., ce qu'elle a fini par faire. Et on s'est aperçu au cours des 10 dernières années qu'elle menait en fait la politique des États, car elle était la grande régulatrice de la croissance, d'une politique de relance ou pas. Avec ses taux d'intérêt, elle intervenait directement sur ce qui aurait été pour beaucoup de la politique budgétaire. C'est-à-dire qu'en réalité, elle maintenait un niveau d'investissement dans le bâtiment, dans le logement. Donc elle est entrée, alors qu'on lui interdisait de faire son boulot d'autorité monétaire, elle est en fait indirectement entrée dans le champ de la politique économique et budgétaire. Et Madame Vestager, avec l'affaire irlandaise, l'affaire de Google, c'est exactement ça. On est bloqué sur le plan fiscal, l'unanimité, on ne peut rien faire, etc. Et en revanche, par le biais de la réglementation sur la concurrence, on arrive à atteindre les aides indues, indirectement indues par le biais fiscal, données par l'Irlande à certaines firmes. Pierre Sellal. Oui, faire de la politique
machines à tirer dans les coins. Avec des instruments qui n'ont pas été conçus pour cela, mais à la condition de ne pas le proclamer. Oui. Et Jean-Louis me reprenait tout à l'heure à propos du concept de champion européen. Champion, oui. Il faut être prudent. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Mario Monti, qui était à l'époque commissaire à la concurrence. C'était juste après la décision Microsoft. La décision Microsoft, c'était une des premières décisions vraiment lourdes de la commission. Pouvez-vous la rappeler, parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs soient... Microsoft abusait de sa position dominante en imposant son logiciel sur les ordinateurs. Et l'amende qui avait été imposée à l'époque était de l'ordre de 497 millions d'euros, si je me souviens bien. C'était à l'époque considérable. On a fait mieux depuis, mais c'était spectaculaire. Et je ne sais plus à propos de quel dossier français, parce que à toutes époques, ils ont été nombreux. Je disais à Mario Monti, vous savez, la France a quand même changé, on ne parle plus de champion national, notre objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait des champions européens, et ce que nous attendons de vous, c'est que vous participiez à cette politique, à cet objectif. Et il m'avait dit, ah non, jamais, jamais.